Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Merci d'écouter RFM 104.9 rfmit.com à l'heure de la présentation de l'émission Enjeux. Au menu, séisme et industrie. À cette émission, nous allons présenter les résultats de cette étude réalisée par la firme Miyamoto International sur les pertes importantes en vie humaine qui pourraient être enregistrées dans le Grand Nord et au niveau des écoles publiques de la région métropolitaine de Port-au-Prince en cas de séisme majeur. Et puis en deuxième partie, le président de l'Association des industries d'Haïti, M. Georges Sassine, qui fera le point sur le secteur de l'assemblage qui est aujourd'hui en plein essor. Nous évoquons aussi avec M. Sassine les dossiers liés à la politique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, Dr H. Miyamoto, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Avec vous, nous allons donc parler de cette étude réalisée par Miyamoto International sur les conséquences éventuelles d'un séisme sur 4 villes du Grand Nord, dont Cap-Haïtien et Port-de-Paix. Alors, présentez-nous les résultats de cette étude que vous aviez réalisée. That's the UNDP program to identify the risk. So we act as a consultant to UNDP. And for the UNICEF, our non-profit Myanmar Relief basically proposed to the UNICEF that we should really look at school risk in Port-au-Prince. Even some surviving schools, there are certain risks exist here in the Western Department. So that's why we're doing it. Miyamoto International a réalisé l'étude sur l'évaluation de l'aléa sismique au nord d'Haïti à la demande des UNDP. C'était l'objectif. Il fallait examiner quelles allaient être les retombées si jamais nous avions un événement sismique dans le nord. Et pour les écoles, notre bras de fondation et qu'on a un ONG qui s'est Miyamoto Disaster Relief à la demande et avec le travail que nous faisons avec l'UNICEF et avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons fait une étude pour voir les risques des écoles dans le département de l'Ouest, les écoles publiques. Alors, concernant cette étude que vous avez réalisée, comment vous avez pu réaliser ces études? Comment le travail a été accompli? What was the methodology to do both those studies? Methodology is for the north of Haiti. We picked 4 different cities: Cap-Haïtien, Fort Liberté, and Port-de-Paix, and Wanamette. And what we did is essentially you pick sample of buildings from each city. The reason is you cannot check every single buildings. Essentially, try to characterize the what that city is made of, what type of buildings exist, how many exist, how many people living in there. That's the first input needed. That's one. 2 is identify the seismic hazard, which means what type of a magnitude of an earthquake event is expected, based on the historical data and also based on the default geophysical mechanism right now. And thirdly, understand the building fragility, which means that each building types we identify in this area to see that what type of the building exists and how strong or weak or fragile that each building type is. Now, good news is we have 420,000 data points from the Port-au-Prince earthquake because we conducted damage assessment after the 2010 earthquake. So there is a realistic database exists to identify the fragility. Miyamoto, pour pouvoir réaliser l'étude dans le Nord, une étude probabilistique, nous avions plusieurs objectifs. Il fallait d'abord calculer le nombre de personnes qui, on peut le dire, des pertes de vie dans ces 4 villes. Nous avons identifié 4 villes sur lesquelles travailler. Dans le Nord, Wanamette, Fort-Liberté, Port-de-Paix et Le Cap. Nous avons commencé d'abord par identifier le nombre d'immeubles dans le Cap, différents types d'immeubles, secteur privé, les hôtels, les écoles, les églises. Nous avons identifié le nombre de personnes qui vivaient dans ces différents types d'immeubles. Nous avons utilisé une typologie pour pouvoir identifier
le style de construction de ces différents types d'immeubles. Nous avons après vu la vulnérabilité de ces différents types d'immeubles, le nombre de personnes qui les occupent, ce qu'ils ont dans les immeubles, ce qu'ils les utilisent comme quoi, qu'est-ce que ça aurait comme dommage structurel. Et une analyse probabilistique est ensuite effectuée pour calculer la valeur pour les dommages structurels et dans le cadre d'un événement sismique en Haïti. So then after knowing these three different things, we use the probabilistic analysis to identify how many buildings can be damaged, how many fatalities, and that's how we actually get the information out. And so based on that, we're looking in north of Haiti. We identified for those 4 cities about 100,000 buildings exist, and many different type of buildings, many heritage buildings too. About 30% of buildings expected to be a red tag, which means either completely collapsed or heavily damaged. You're talking about 30,000 buildings here. Après les différentes études de probabilité, nous avons identifié qu'à peu près 30% des immeubles que nous avons inspectés et que nous avons étudiés, 30% de ces immeubles seront, après un séisme, catégorisés comme une catégorie rouge, très endommagée ou entièrement collapsed, détruite. Now, the reason such a high so-called red tag rate is, the reason is the seismic hazard is really high. 1842, there's an estimated magnitude 8.1 earthquake happened. And right now, the Cap-Haïtien, the whole area is really fragile, dangerous time. As you can see, there's many earthquakes, not only 2010 earthquake, there's many earthquakes happening globally. It's kind of a resonance each other. It just lasts about 15 years. It's really, per se, a fragile time in the whole globally. Something like that, we saw this in early 1900 to 1920, 1930s, 1940s. There's a lot of big earthquake happens globally. It's kind of the same thing happening right now. And also Cap-Haïtien and those cities, it's a lot of heritage buildings. They're beautiful cities all right. However, they're really fragile building types. And also soil is much soft. It's much actually softer than many parts of Port-au-Prince. So therefore, the resonance, amplification of the seismic motion sometimes get much higher than, say, hard soil. Dans la zone du Nord, nous avons identifié que, premièrement, les sols sont très différents de ceux qui sont à Port-au-Prince, qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus rocailleux. Dans le Nord, les sols sont plus mous, et ce qui fait que la résonance des tremblements de terre est beaucoup plus forte sur les différents immeubles. Comme vous voyez, récemment, à travers le monde, de manière globale, nous avons de plus en plus de tremblements de terre. C'est ce qui s'était passé dans les années 1900, et c'est ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans une époque plus fragile, où il y a de plus en plus de tremblements de terre, et ceci est à travers le monde. Alors, M. Miyamoto, vous avez conduit cette étude dans la région du Nord concernant ces 4 villes. Qu'est-ce qui pourrait arriver en termes de pertes en vie humaine s'il y a une catastrophe majeure, un séisme majeur enregistré dans la région nord du pays? So we're looking at total of about 75,000 fatalities. That's what we're looking at. Usually injury rate is about 3 times more than casualty, so you're looking at somewhere between 200,000 to 300,000 people will also be injured, need to be hospitalized. So that's what we're looking today. D'après l'étude, ce que nous avons pu identifier, c'est qu'après un important événement sismique, il y aurait à peu près 75 000 décès. Et pour ce qui est des blessés graves ou moins graves, en général, on le multiplie par 3. Nous voyons qu'il y aurait à peu près plus de 200 000 personnes qui seraient blessées ou qui auraient besoin de soins hospitaliers. Alors, on sait que dans le Nord, il y a. Est-ce que vous avez quand même réalisé des études aussi sur les hôpitaux, les centres hospitaliers de ces différentes villes du Nord dans lesquelles cette étude a été réalisée? Yeah, I mean, also, unfortunately, those hospital buildings is not really safe neither, and that need to be strengthened also. But, these forecast is the forecast. Future can be changed, actually. And Port-au-Prince, unfortunately, we didn't have the chance to do something before 2010. But upon occupation in northern Haiti, we have still a chance to do something about it right now. For example, I think we should look for the key structures, such as schools, hospitals, and
believe it or not, churches and hotels, these are actually really dangerous buildings. And that's something we saw here in Port-au-Prince. Schools, hospitals, churches, and hotels, they're one of the dangerous archetypes that exist. So that needs to be addressed. Faut d'abord voir que ce que nous avons fait comme étude, c'est ce qui peut se faire, se réaliser dans le futur. À Port-au-Prince, nous n'avons pas eu la chance de nous préparer. Nous avons juste subi le tremblement de terre. Pour le moment, nous sommes encore dans une position de pouvoir préparer et de renforcer. À travers le monde et en Haïti surtout, ça s'est révélé que les immeubles tels que les écoles, les églises, les hôpitaux et certains hôtels sont des immeubles qui sont dangereux de manière structurelle. Il faut penser à pouvoir faire des renforcements sur ces buildings qui sont des buildings importants. Alors, est-ce que, par exemple, pour la ville de Port-de-Paix, on dit que c'est une ville qui pourrait connaître une situation de tsunami. Donc là, on pourrait avoir davantage de personnes tuées. Oh, yeah, exactly. I mean, tsunami is a serious issue in north of Haiti. The reason is that we have a subduction zone fairly close to the beaches, essentially. So any low-lying area is totally exposed. Now, for Japanese tsunami in 2011, we lost about 18,000 people. Lost a lot of people. But because of a warning system we had in Japan, probably several 100,000 people's lives are saved. Because of the warning system, they were able to evacuate it. Because usually you have about 30 minutes warning time to do things like that. Or it depends on the distance of rupture. Japan's case was about 30 minutes. So that type of warning systems is so critical. And we don't have that in Haiti. And to me, investment in a warning system for tsunami is extremely cost effective. It so makes sense to doing it. And not only warning system, but education and outreach program to that if you hear the certain siren, have evacuation routes, I think that kind of things like that is critical. Now, even without the warning system, though, it's probably important things we can do right now is the education of if you felt that the big earthquake, how are you going to evacuate to where? You want to go to higher level, obviously. So that type of things you can start right now. It's very cost effectively, like right now today. Bon, pour ce qui est du nord, c'est toute la zone du nord qui est menacée du tsunami. Et probablement, ils sont très près de la plage, de la côte, et les tsunamis peuvent être dévastateurs. Au Japon, ils ont perdu près de 17 000 personnes dans le cadre du tsunami, mais sans le système d'alarme qui est déjà en place au Japon, ils auraient pu perdre des centaines de milliers de personnes. Et en Haïti, ce sont des choses qui peuvent être implémentées rapidement. Non seulement investir dans le système d'alarme pour pouvoir prévenir les gens de ce qui va arriver, mais aussi de faire l'éducation de tout le monde afin qu'ils se préparent dans le cas que quand ils sentent un tremblement de terre, comment évacuer, par quelle route évacuer, que quand ils entendent les sirènes, comment et où aller. Il faut agir vite dans le cas de tsunami, et ce sont des choses qui coûtent, enfin, au point de vue coût et ce que nous pouvons sauver, cela vaut la peine. Alors, Monsieur Miyamoto, concernant justement ce qui se passe dans la région du Nord, et vous dites que 30% de ces maisons pourraient être détruites en cas de séisme, mais qu'est-ce qui peut être fait concernant ces maisons? On peut parler, l'État peut-être peut agir sur les écoles, sur les hôpitaux, mais pour les maisons privées, et comment pourrait-on résoudre ce problème? Comment pourrait-on les consolider? Parce que ça a un coût. Well, I think we can do many things right now to actually change the future. Some of the things we can do right now is the capacity building of the masons and the contractors and engineers. The one thing I noticed that the new construction in Port-au-Prince, even communities in a poor neighborhood, it's better today than 2010. They're using the better detailing. So people masons learn a lot of lessons from it. I think that build back better is happening here in Port-au-Prince. But particular knowledge is not there in Cap-Haïtien. And I see construction sites, still construction is done in old ways. And that really need to be changed. To do that, we just need to provide the knowledge. I think people like to do better things, to make sure do right things, to save lives. I think masons do that. We just need to provide the knowledge to them. So I think a capacity building of masons and contractors
in the north is so-called knowledge transfer from the south is very important. That's one. Immédiatement, ce que nous pouvons faire, c'est le transfert de connaissances. Et nous devons former nos maçons, nous devons former nos ingénieurs afin qu'ils puissent construire mieux et en utilisant les nouvelles méthodes. À Port-au-Prince, nous avons remarqué que après les formations, même dans les quartiers que l'on considère pauvres, les gens construisent mieux. Les maçons responsables qui ont été formés, ils construisent en utilisant les techniques qui ont été transmises, que ce soit par le ministère, que ce soit par les différents ingénieurs. Et il faut le faire rapidement dans le Nord afin d'éviter les dommages. Alors, concernant cet appareil d'avertissement, si je peux m'exprimer ainsi, qui pourrait demander à la population d'évacuer, ça coûte à peu près combien cet appareil? How much something like for the tsunami, the alert system, about how much would be needed to invest to have this in the north? I think it's going to be quite a bit. We didn't really estimate what would the tsunami warning system look like, but I mean Japan spent millions of dollars to develop a system like that over the years, and so it's not going to be a really quick and dirty system. But there are new technologies though. There are some certain smaller devices which really can identify the where is the tremor is coming from, even a land-basis one. So I think maybe starting point would be some sort of a land basis, the so-called capture the P wave to forecast when the S wave is the one, that destructive one coming through, and that may gauge the certain warning a little more better than what we have right now. Nothing. I think doing something much probably land-based, simpler system to start with would be starting point, but it's definitely the Japan system and all the places the kind of a floating buoy system at the ocean. These things have to be developed sooner or later. Bon, les systèmes pour pouvoir faire ce genre d'alarme, ce sont des systèmes très chers, qui coûtent cher. Monsieur Miyamoto disait que, par exemple, pour le Japon, ils ont des systèmes qui sont dans la mer eux-mêmes, et ça coûte des millions de dollars. Cependant, avec la nouvelle technologie, il y a beaucoup de nouveaux systèmes moins chers qui peuvent ressentir les secousses et pouvoir faire des alertes. Et on pense que, au lieu de ne rien avoir du tout, vaut mieux commencer par cela et après nous arrivons au système plus sophistiqué. Alors, monsieur Miyamoto, pour la région du Nord, c'est pas perdu. Donc, on peut éduquer, on peut travailler sur la question de l'éducation, sur le renforcement des immeubles. Donc, ça pourrait aider à sauver des vies en cas de séisme majeur dans la région du Nord. Oh yeah, it's just no question about it. And many more things we learned, we developed here in Port-au-Prince should be really transferred. For example, damage assessment program was developed and conducted by MTPTC here in Port-au-Prince after 2010. Really robust system, and that's something when we developed the system with MTPTC, that's for the really rapid assessment just for the particular earthquake. But that need to be institutionalized and be able to use that in North. I think that would be really critical, and things like that makes just a big difference in how the recovery effort goes after the earthquake, and I think it's very, very important. Dans le cadre après un tremblement de terre, nous avons fait l'expérience à Port-au-Prince avec le ministère des Travaux publics et de Communication, et pour pouvoir faire des évaluations rapides afin de permettre aux gens de retourner chez eux ou même de pouvoir évacuer les gens. Nous pensons que c'est un système qui est robuste et c'est un système qui devrait être implémenté à travers le monde, à travers le pays et aussi immédiatement dans le Nord. Alors, mis à part la région du Nord, vous avez conduit également cette étude sur les écoles publiques dans la région métropolitaine à Port-au-Prince. Quel est le constat? Well, it's not really great neither. Some people say, well, we had an earthquake in 2010, so Port-au-Prince is safe today. No, it's not like that. The earthquake was in Diogan, but it's kind of off-grid from the main fault line. And main fault line still exists, come from all the way from Jamaica to cut through behind the Passionville where we are today, really close by. And so there could be, that fault line we have right now is much more fragile than ever before. Earthquakes, in a sense, the fault, faults is essentially they're kind of locked by friction. So some movement happens in different places, trigger the other places. So this island does have a history of a back-to-back earthquake. So in my opinion, Port-au-Prince is not any safer than 2009.
Port-au-Prince n'est pas plus sécure qu'il n'était en 2009 ni en 2010. Le tremblement de terre, comme vous savez, est sorti de la faille de Léogane. Et quand on pense à la grande faille qui traverse la Jamaïque, qui traverse tout derrière Pétionville où nous sommes pour le moment, cette faille n'a pas encore libéré assez d'énergie. Et de temps en temps, dès que ça libère un peu d'énergie, ça libère de l'énergie partout. Ce qui veut dire que Port-au-Prince, pour nous, n'est pas plus sécuritaire qu'il ne l'était avant le tremblement de terre de 2010. Alors concernant les écoles publiques, vous avez conduit cette étude. J'imagine que la situation est préoccupante. For the schools, I guess the situation is bad. Correct. We assessed about 150 schools in the West Department, and there are estimated about 66,000 students at a given time. And we estimate the casualty of about 7,700 students, fatalities, if earthquake happens in wrong time. Nous avons inspecté 150 écoles publiques, lycées, écoles publiques, écoles nationales, à travers le département de l'Ouest, beaucoup plus dans Port-au-Prince. Dans ces 150 écoles, nous avons estimé qu'il y a à peu près 66 000 étudiants. De ces 66 000 étudiants dans le cadre de notre tremblement de terre, nous visualisons déjà des décès de à peu près 7 700 de nos étudiants. But so it sounds really bad, but you know what? We can really change this right now, and there's a way to fixing it. Actually, at our nonprofit Myanmar Relief, actually this study is done by UNICEF and Myanmar Relief, and Myanmar Relief conducted the seismic strengthening program with the Ministry of Education in Cité Soleil. It's Cité Soleil High School, and it's essentially at cost is about 20% of a new construction. It's extremely cost effective to provide safe schools. And even looking at 7,700 students' potential death, fixing about 20%, fixing about 8 to 10 schools, because that's a high density and older and bigger schools, it actually cut down the fatality by almost 1,500 students. You can cut back the fatality by 20%. So this could be in a phase one. It's definitely it seems like I tried to fix 150 schools, like a really difficult thing to do, really expensive. But we can go step by step in a really biteable chunks like that. And if you can do like that, it's really cost effective. Pour les écoles, nous pouvons aller étape par étape. Quand on parle de 66 000 étudiants sur une base de 150 écoles avec des fatalités de 7 700 enfants, il y a des choses qui peuvent être faites rapidement. En réparant ou en renforçant peut-être 8 de ces écoles, nous diminuons les fatalités de 20%. Il y a à peu près 1500 élèves qui ne seraient pas affectés si on commence d'abord par un renforcement et réparation d'à peu près 20% de ces 150 écoles qui ont été faites. Miyamoto Relief, qui est la fondation de Miyamoto avec l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir prouver le point que ça valait la peine de renforcer certaines écoles, a fait des levées de fonds et a fait un renforcement du lycée national de Cité Soleil. Et ça s'est revenu à peu près à 20% du coût d'une nouvelle école. Ça montre que faire ce genre de renforcement, c'est effectif, c'est efficace et ça peut être fait rapidement. Donc pour les écoles, on peut agir. Hein. We can still act for the schools. Oh yeah, most definitely. See, in 2010, unfortunately, we lost more than 300,000 people. However, we learned so much lessons from it, and we know how to fix them. And I think Haitian engineers and contractors are much better today. And I think we have a chance right now to do something to change the future. And as I stated here, it's not so expensive. We can do step by step, and we can make a really change in how the Haiti look like. Définitivement, c'est pas trop tard. Nous pouvons faire, nous avons appris de 2010. Nous savons comment mieux faire, nous savons mieux construire. Les ingénieurs haïtiens, les firmes d'entreprises haïtiennes et même l'État, ils connaissent maintenant comment mieux faire pour pouvoir renforcer ce que nous avons. Il n'est pas trop tard, il faut s'y mettre tout de suite. Alors, pour terminer,
Selon vous, s'il y a un tremblement de terre majeur qui arrive à Port-au-Prince, si cette faille dégage de l'énergie, et est-ce qu'on pourrait avoir davantage de personnes tuées comparé au séisme du 12 janvier? Qu'est-ce qui peut être fait justement pour éviter à l'avenir qu'on ait ce nombre de morts aussi important dans le cadre d'un séisme comparé à ce qui se passe à l'étranger, au Japon, dans d'autres pays de la région de l'Amérique latine, comme le Chili par exemple? I think, well, as a Port-au-Prince itself is so-called vulnerabilities are less than 2010. The reason is today when the people build commercial buildings, I think they do better. And in many cases they ask us to review the plans or ask us to design the plans or supervise the construction. And I think quality is definitely better than 2010, just no question about it. So it's a really good trend. But however, vulnerabilities still exist. There are many older buildings, many older schools untouched by the earthquake. And earthquake was Diogan, pretty far out. If closer rupture happens, you're going to see it bad as what we saw in 2010 because of it's really come down to that how close the epicenter is. It makes a big difference on the damage index. So today we engineer the buildings. We look the rupture to be much closer than Diogan essentially, and ground intensity is much higher then. Dans le cadre de tremblement de terre, avec cette faille qui ne s'est pas encore ouverte, nous verrons autant de dommages ou de fatalités que nous avons vues en 2010. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les immeubles commerciaux qui sont en construction, les hôtels, ça se fait mieux. Ils respectent des normes, ils respectent des standards. Nous supervisons, nous faisons un certain contrôle de qualité avec certaines entités et les travaux se font mieux en respectant ce qu'il faut respecter dans la bonne construction. Cependant, les immeubles qui existaient avant le tremblement de terre de 2010, ils sont toujours les mêmes immeubles. Rien n'a été fait pour eux. Les maisons, les résidences, que ce soit les écoles, tout ce qui existait avant, il n'y a pas eu de renforcement, ce qui veut dire que ces immeubles auront les dommages qu'il y a eu en 2010 lors du tremblement de terre. Donc c'est toujours préoccupant, cette situation, elle est toujours préoccupante, quoi. Oh yeah, most definitely. I mean, at the fault line we have right behind us, that ruptures, we're all gonna lose hundreds, thousands of people. Just no question about it. It's just the ground intensity much higher. There are a lot more dangerous buildings exist. But so it's different from like say San Francisco earthquake in the future. The building times are different. You're gonna probably lose still in San Francisco. We probably lose several 3,000, 4,000 people. But we're going to have a huge economical damage there also. But here, fatality risk is much higher because the building is much more vulnerable compared to San Francisco. And many of our houses in California is made of wood. That actually makes the earthquake resilient. It's not good for the hurricanes though. But so that's kind of difference between the vulnerability here and there. Here, many of our houses is made of concrete. And many are not done well. Bon, pour Port-au-Prince, comme on vient de dire, la faille est près de nous. Elle est derrière Pétionville. Elle traverse Port-au-Prince. Et les dommages seront très importants. Les immeubles sont des immeubles en béton. Et comme je disais tout à l'heure, rien n'a été fait pour les renforcer. Ils sont très proches l'un de l'autre. Les dommages seront excessivement importants. Quand on veut faire une comparaison, par exemple, avec la Californie et San Francisco, ils ont fait beaucoup de renforcements d'immeubles existants. Il y aura peut-être 3 000, 4 000 personnes à mourir. Il y aura un impact économique important sur San Francisco. Mais quand on réfléchit que par exemple, les résidences à San Francisco sont faites en bois, c'est pas bon pour les cyclones, mais cependant, pour les tremblements de terre, la réaction est meilleure. Ce qui veut dire que oui, si on a quelque chose à Port-au-Prince, nous aurons le même genre de mort, de fatalité que nous avons eu en 2010. On peut terminer, M. Miyamoto, concernant la fondation que vous avez. Donc, la fondation va continuer à travailler en Haïti avec les différents secteurs, peut-être dans le secteur de l'éducation, renforcement des structures publiques, etc. Est-ce que la fondation va continuer à travailler en Haïti? To finish, will Miyamoto Relief continue to work in Haiti with reinforcing in the sector of education or government?
Oh, yeah. I mean, we are committed to Haiti. I personally committed to Haiti. I've been here since 2010. And I feel like sometimes feel like this is my second home, by the way, you know. And so we'll be here as a Haitian company now with international capacity. And our Miyamoto International and Miyamoto Relief, both entities are here to really assist to Haiti to become safer. And I think Haiti is better today than 2010, but we can do so much more to really make it safer and better for the people. And can be done. Miyamoto International et Miyamoto et la fondation de Miyamoto sont engagés en Haïti. Monsieur Miyamoto se considère comme un Haïtien. C'est sa deuxième maison et il est personnellement lui-même engagé à continuer à travailler en Haïti afin de donner l'assistance nécessaire au gouvernement ou à toute entité qui le veut afin qu'on puisse faire d'Haïti un pays plus sécuritaire. Alors, merci beaucoup, Monsieur Miyamoto, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Thank you very much. Merci. That's great. Nous avons avec nous M. Georges Sassine, le président de l'ADI, l'Association des industries d'Haïti. On va faire le point sur le dossier de la sous-traitance et parler des industries en général en Haïti. M. Sassine, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonjour Rothschild, c'est un plaisir de vous parler et de, encore une fois, parler du secteur si promettant qu'est le secteur assemblage vestimentaire et textile. Alors, Monsieur Sassine, quel est l'état des lieux aujourd'hui au niveau de ce secteur qui a été mentionné, bien sûr, par le président de la République dans son discours d'investiture, Jovenel Moïse? Bon, ce n'est pas par hasard que le président a parlé de cette industrie, c'est parce qu'on a eu 3 réunions avec lui avant son investiture et on lui a bien expliqué les choses, donc je vais partager avec vous un peu des points développés avec le président. Premièrement, et je vous rappelle que en 2005, nous étions à 9000 ouvriers seulement qui fabriquaient des maillots blancs. Donc, l'a dit, je vous rappelle, nous sommes partis à Washington plusieurs fois et on a eu la loi Hope en 2008, Hope 2 en 2010, Help en 2006, Hope de 2008, Help en 2010, et puis en 2015, on a pu faire le lobby pour obtenir que la loi Hope soit rallongée jusqu'en 2025. Ceci pour dire, et en même temps maintenant, aujourd'hui, nous sommes à un peu, je crois, 42 000 ouvriers. Mais ce qui se passe, c'est que on était à 39-41 pendant les 4 ou 5 dernières années parce que il nous manquait les infrastructures d'accueil, c'est-à-dire building pour accueillir les factories. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous avons 8 sites qui sont en construction pour la construction de parcs industriels de zones franches. D'abord, le gouvernement avec le parc industriel métropolitain qui s'agrandit, le parc industriel de Caracol qui est aujourd'hui à 9000 ouvriers, la Codévie à Wanamet qui elle aussi a 8000 ouvriers et qui est en train de construire d'autres immeubles, il y a Lafito, il y a Digneron, il y a Santo du Jour, il y a Palme à Carrefour et il y aura une nouvelle qui s'appelle Anacaona à Léogane. Donc, ça veut dire que le secteur privé et l'État haïtien, nous sommes en train d'investir dans l'infrastructure d'accueil parce que, avec la loi Hope et tout ça, et surtout avec le gouvernement américain qui a annulé ce qu'ils appelaient le TPP, Trans-Pacific Partnership, qui allait ouvrir l'Asie, ils ont fermé ça. Donc aujourd'hui, la demande est très forte. Et déjà, nous avons entre nous les 8 ou 9 parcs industriels, et j'ai oublié à M. Thiounier près de l'ambassade américaine. Il y a aussi le groupe Meuse-Win, et qui est aussi le groupe d'Adeski, et là où se trouve Ipawe. Tout ça, ce sont des endroits qui peuvent recevoir des usines de fabrication. Aujourd'hui, nous avons déjà signé des contrats
avec 2 compagnies taïwanaises, une coréenne, une du Sri Lanka, une de Bangladesh et une de Madagascar. Avec ces compagnies-là avec lesquelles nous venons de signer, nous sommes très confiants qu'à la fin de 2018, début 2019, on pourra créer 30 000 emplois additionnels. Mais ceci n'est que le début. Nous voulons et nous travaillons, et vous allez entendre beaucoup, nous travaillons pour que dans les 8 prochaines années, à la fin de maintenant à 2025, qu'on ait à peu près 250 à 300 000 emplois dans ce secteur. Mais c'est très facile à dire. D'abord, il faut construire l'infrastructure, mais aussi il faut que le système régulatoire de l'État et tout ça, il faut faire beaucoup d'améliorations. Et nous sommes en contact permanent avec le Parlement. Aujourd'hui, nous sommes très contents que non seulement on a un président de la République, mais qu'on a un Parlement au complet, presque. Et je crois qu'il manque un seul sénateur, hein. C'est Ralph. 4 sénateurs. Il manque 4. Bon, Ralph Fekir, bon, par contre. Bon, en tout cas, le Parlement est quasiment complet, au complet. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler. Et ils sont déjà, et ils nous prêtent déjà l'oreille. Le sénateur Latortue, lui, on le connaît depuis longtemps. Il est déjà, mais on va travailler avec les autres pour que, et il commence à discuter. Par exemple, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, plus de 10 jours avant le carnaval, qu'un moniteur soit publié pour nous dire que mercredi décembre, c'est congé. Ça, c'est très important. Ce qui est arrivé le 7 février, c'est catastrophique. Et cette pratique, c'est une des choses qu'on doit changer. Que, à tout bout de champ, on décrète un congé comme ça la veille, et puis c'est terrible comme coup, ce que ça veut dire. Donc en clair, il faut quand même passer des lois pour justement vous puissiez aboutir à ce chiffre quand même très important de 250 000 emplois dans le secteur de la sous-traitance. Bien sûr, non seulement passer des lois, mais aussi changer les procédures, améliorer, alléger les procédures. Écoutez, et là, on parle créole. Depuis les années 60, on a fait factory. Les gens qui viennent investir dans ces factories-là, ce sont les mêmes choses qu'elles demandent. Machine à coudre, toiles, aiguilles, fils, whatever. OK? Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui vient faire une factory, cette demande doit passer devant ce qu'on appelle la commission interministérielle des investissements. Donc il faut alléger tout ça. Il faut aussi alléger bon, avec la douane, ça va beaucoup mieux parce que les gens dans la sous-traitance ont une facilitation spéciale à la douane. Donc, je ne peux pas me plaindre de la douane. Mais c'est surtout l'implémentation légale des compagnies, parce qu'aujourd'hui, ce sont les étrangers qui viennent investir en Haïti. On n'a plus d'usines. Il n'y a que 5 Haïtiens maintenant qui possèdent des usines. Tout le reste, c'est des étrangers, les Coréens, les Chinois et tout ça. Donc, il nous faut, par exemple, une loi très importante qui sera présentée au Parlement très bientôt, c'est la loi permettant ce qu'on appelle les trois shifts. 8 heures de travail, c'est 8 heures de travail, que vous travaillez de minuit à 8 heures du matin, que de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, c'est 8 heures. Bien sûr, si vous travaillez 10 heures, il y a 2 heures de supplémentaire, mais pour avoir les gens travailler la nuit, il y a d'autres choses qui doivent accompagner. Il faut qu'il y ait les lumières dans les rues, il faut que la police soit présente et tout ça. Mais ça crée le fait d'avoir cette activité la nuit, ça va créer d'autres activités de restaurants, de tap-tap, un tas d'autres choses. Donc, encore une fois, si on arrive à créer ces 250-300 000 emplois, non seulement ça va changer la façon dont le pays mène sa politique, mais ça donne au pays le temps aussi de développer des autres investissements touristiques, agricoles. Parce que dans le secteur textile, ça coûte seulement à peu près $3,000 US pour créer un emploi. Dans le secteur touristique, c'est plus que 20 fois plus. Quand prenons l'hôtel Marriott, qui a coûté, je crois, $30 millions, mais qui a 150 employés. Avec $30 millions, dans notre secteur, on peut créer 8 000 emplois. Donc, vous voyez la différence. Mais le secteur hôtelier, tout ça, c'est permanent.
mais ça prend plus de temps. Et nous autres, donc, nous donnons le temps et l'activité économique pour que non seulement les ouvriers soient formellement employés et ont un revenu avec lequel ils peuvent envoyer leurs enfants à des meilleures écoles, parce que ils vont, le plus d'ouvriers tu auras à envoyer leurs enfants, ils vont insister pour que la formation et classique soit meilleure. Et tout ça va entraîner un tas d'autres choses. Donc, pour moi, c'est une locomotive qui peut changer notre pays et me ramener au pays dans lequel j'étais né. Alors, nous connaissons que les questions de bâtie sur population, de toute la petite province vers la capitale. Est-ce que ça fait partie justement de l'optique, ça, pour nous permettre que minorité en province ou bien peut-être retourner la caillou s'il y a des créations d'emplois qui faites en région. Par exemple, on dit qu'on pas qui pas fait en Léogane et déjà gagné au niveau de Côte-d'Ivoire. Et est-ce que ça entre dans la ligne, ça? Oui, bien sûr. Regardez qui ça a passé. Qu'on y a Côte-d'Ivoire, Kiwanamet et Caracol. Sous montant haut, qu'on y a deux parcs industriels, ça y a plus que 16 000 personnes qui travaillent là-dedans. Mais sous monter, ou après, qui quantité l'autre activité qu'a fait. Université a vient construire là, ou bien des villages, par exemple, gen l'autre cas qui a construit, gen l'hôtel, gen business, gen restaurant, banque. Donc, c'est ça le développement. Et tout le monde ça yo, c'est pas Port-au-Prince. Il n'y a pas besoin de Port-au-Prince encore. Il n'y a pas besoin de faire rien Port-au-Prince. Et en plus qu'on y a, voilà où il y a un aéroport international au Cap. Donc, rêve nous, c'est fait au CAI, pour faire un bala, aller au Ghana, qui est un peu mon néogal, la phyto, même bagaille, parce que la phyto va l'impacter, cabaret, titanien, toute zone autour de l'IO. Donc, voilà, c'est ça, le développement. Et monsieur qui l'a plein, c'est après qu'on a des bouquets, donc, encore la même chose. Donc, nous souhaitons que ça pourra dégonfler, et Port-au-Prince et Pétionville, bon, surtout Pétionville, parce que Port-au-Prince, nous connaît le vide, mais l'autre bas là, l'État lui-même, faut commencer à redescendre Port-au-Prince. Faut finir faire un ministère que tu as construit bonne activité et l'État. Faut redescendre Port-au-Prince pour que Port-au-Prince revive. On parlait du centre-ville. Oui, Port-au-Prince. Ouais. Alors, et nous connaissons que récemment, tu as une rencontre avec M. Capéon, qui est propriétaire et parc au niveau de Côte-d'Ivoire. Et justement, question ça a été discutée avec le président de la République. Non, M. Capéan est venu dans le cadre et président et de ça c'était président élu Jovenel Moïse et qui était venu visiter le parc industriel Palme qui à Carrefour et nous t'ai profité de l'occasion pour nous inviter tout le monde qui dans secteur ça Capéan inclus. T'es gagné un paquet de coréens qui est là, t'es gagné chinois, t'es un paquet de monde. Bon, nous veut dire montrer Capéan seulement mais t'es gagné tout le monde qui était là. Alors Blanc, le a venu investir quand même. Il y a des demandes que fait M. Jean Sassine, donc en termes de sécurité, etc. Et qui parlez un petit peu de demandes que Blanc a fait justement pour capable venir investir dans ce secteur ça. Non, Blanc vient en Haïti pour exploiter deux bagages que Haïti gagne. Un, c'est proximité à Haïti avec les États-Unis. C'est surtout ça qui premier bail qui a attiré yo. Deuxième bail là, c'est la loi Hope qui permet yo tout ça fait en Haïti capable aller aux États-Unis sans pas payer droit de douane. Donc, qui a un avantage sur nèg qui chita en Chine. Parce qu'il y a deux avantages. De la Chine aux États-Unis, c'est 8 semaines de bateau, plus ou payer droit de douane. Donc, mais Haïti, jusqu'à présent, il y a des barrières ou bien qui m'a dit ça là, des challenges que Haïti, des défis. Bon, par exemple, aujourd'hui, nous avons une carence terrible de, ça les middle management, superviseur, comptable, bonne base. Vous comprenez que, et puis, c'est dommage, moi-même, moi, je fait commencer un factory, pas aucun étranger dans le factory. Je dis à soit visiter, ou après que tous mécaniciens, trois cas mécaniciens, c'est dominicains, ou bien c'est philippino, ou bien c'est l'autre race que c'est peut-être ça qu'on y a dit, à monter là, remonter encore un centre de formation et de service dans Sonapi et parc industriel métropolitain et on l'autre dans Caracol. Pour nous capables, une petite formation pour que yo capable et plus facilement employable pour que blanc qui viennent justement pas décourager que parce que ou gen moun et puis moun yo pas gen qualification. Donc nous-mêmes non seulement nous fait blanc venir mais faut nous capable faciliter le tout parce que le plus rapidement que le fait l'argent le plus rapidement zanmi la connaît parce que dans le monde tout bas petit ou même comme propriétaire de radio soit dans une conférence internationale de propriétaires de radio ou 5 ou 6 fois après c'est même moun yo a besoin tout le temps. C'est la même chose pour nous.
tout le monde compte tout ça qui a passé. Donc, ça qui a passé, il faut que le monde qui vient en Haïti, il faut que le fait l'argent, il faut que prospérer, il faut le progresser. Donc Georges Sassine, donc nous-mêmes nous quoi au niveau de l'ADI, et si toutes conditions réunies, nous capables d'atteindre chiffre ça entre 250 et 300 000 emplois dans le secteur de l'assemblage en Haïti d'ici quelques années. Oui, définitivement, nous, et c'est pour ça que nous travaillons là-dessus. Et comme on dit, rêve là, c'est que si nous gagnons 200 000 personnes, 300 000 personnes touchent l'argent chaque 10 jours, de changer l'économie pays. Parce que pour le forcer, on banne notre bail fait. Et le plus important, l'État, tant pour développer l'agriculture et le tourisme. Parce que c'est eux qui vrai. Parce que sous-traitance là, il n'y a pas de solution économique pays. Il y a bon petit temps seulement. Parce que même j'en viens facilement, même j'en peux aller facilement. Donc, mais tant que le baoua, faut utiliser. Nous pas de faire dans les années 60 et 70-80. Qu'on y a une opportunité pour nous faire. Donc, faut nous faire. Oui, effectivement, secteur de l'assemblage, c'est pas panacée, hein. Mais et en pile pays Sévavel comme rampe de lancement, donc la République dominicaine par exemple. Bon, New York City dans les années 20, c'est là que commencé, c'est dans factory. Le Japon, c'est dans la Corée, Taïwan, Hong Kong, la Chine. Kounia, si me dit que là en Chine, la grande Chine, Taïwan c'était le premier plus gros investisseur en Chine. Jodia, l'ambassadeur taïwanais a dit, il y a plus que 2000 factories taïwanais qui ferment en Chine. Faut chercher de l'autre côté pour y aller. Bon, on pas dit que nous-mêmes nous capables de prendre 2000 factories, mais si nous avons 10 factories, frère, sont pas qu'à faire lié, oui. Donc là, il faut nos travail, il faut conditions réunies. Mais l'autre question que je posais, c'est concernant les conditions dans lesquelles le monde se travaille au niveau de factory. Est-ce que, au niveau de l'ADI, qui s'en a dit, ce dossier ça, Georges Sassine? Bon, comme on connaît, un paquet de raconter d'esclavage, de boire sans monde. Premièrement, effectivement, travail dans factory, c'est un travail qui est dû. Même, par contre, qui travaille, qui n'est pas dû. Mais, il raconte un paquet de bail. Donc, c'est pour ça qu'on y en a travail pour nous monter une campagne, pour nous faire, ouais, qui gens, mon y dans factory fait. Mon factory, yo parler, yo même. C'est simple. Depuis un factory, à commencer à employer moun, ou est un paquet. Si factory a besoin de 10 moun, ou est 200 moun campé devant barrière. Effectivement, yo te raconte un paquet de bagages, c'est peut-être ça là moi m't'a fait lobbying pour Hope et que yo ban moi Hope là, m'te demandé gouvernement américain ban nous deux bagages que yo mettez dans loi Hope là. Première le Labor Ombudsman. Labor Ombudsman nan sont monde qui facilite les relations entre ouvriers et patrons. En plus de ministère Affaires sociales qui lui-même gen carence par lui, mais nous souhaitons que il y ait plus de formation qui fait dans le ministère Affaires sociales pour que c'est eux même qui viennent faire travailler ça à la longue. Mais dans la loi Hope aussi on va créer les Better Work. Better Work c'est une branche de organisation internationale du travail qui Genève qui présent en Haïti et il y a inspecté factory toute la journée parce que chaque 6 mois, il faut y avoir un rapport sur toute factory, sur justement ce qu'on dit, est-ce que l'ouvrier est bien touché, d'après la loi, est-ce que est bien traité, est-ce que l'environnement côté de travail là, gagne tout paramètre de safety, de sécurité, de confort, pour que mon travail dans sérénité, pour que le capable de faire l'argent dans tête claire. Donc, et m'invite justement à aller avec moi dans factory qu'on veut, dire n'importe qui factory vous voulez m'amener où et pour même moi pas la couvrir et ou même moi garder. Oui, donc en clair au niveau de l'ADI nous assurez-nous que il y a une amélioration qui fait au niveau de traitement des ouvriers qui travaillent dans le secteur ça. Non, bon, n'a pas amélioré tout le temps et surtout qu'on y a que nous avons possibilité n'a fait des immeubles qui neufs. Et tout immeuble ça yo cap construit yo répond à des normes internationales. Donc encore une fois mando vinn visiter ouais ou même c'est pas moi pour dire ou pour ouais. Alors, concernant l'autre secteur, le secteur industriel là, est-ce que il y a des travaux qu'a fait tout parce que le président insiste un peu sur la question de l'agriculture, il y a un secteur agroalimentaire, est-ce que il y a des réflexions qu'a fait, est-ce qu'il y a des initiatives, il y a des projets en cours au niveau de membres ADIO sur ce secteur ça monsieur Georges Sassine? Bien quand on pose une question ça parce que l'ADI c'est pas un sous-traitant seulement, l'ADI c'est aussi la production nationale qui au fait il y a plus de production nationale lundi que dans sous-traitance textile là.
Et yo même seulement formellement il y a plus que 60 000 employés. Donc il y a plus que nous-mêmes dans la sous-traitance là. Ça c'est une. Deux, mais yo même il y a des défis majeurs. Premier défi c'est contrebande. Et on connaît que l'État a pas de ces problèmes. Non, on connaît une compagnie israélienne qui pourra faire un travail sous frontière. Nous-mêmes seuls nous dit et dominicains eux-mêmes ils prennent un malin plaisir de faire ça les dumping sur nous. Mais ils fait dumping dans sur nous, c'est parce que nous-mêmes nous faibles. Donc ça nous-mêmes nous dit renforcer capacité de faire monde payer la douane, c'est tout. Vous songez sous Premier ministre Laurent Lamotte, c'est une loi qui te défend importation et plats en styrofoam. Si bien que nous te vinn ouais gain des plats en l'autre matière qui biodégradable. Et bah ça gouvernement matériel en est calé et puis vogue la galère qu'on y a styrofoam garé tout côté. Donc encore une fois et ça c'est pour nous c'est propreté pas nous c'est santé pas nous qui en danger n'importe qui l'autre bail via alcool à entrer dans pays a via farine moi du riz plastique des bails comme ça. Donc encore une fois, c'est l'État lui-même qui pour et moins ouais que le président Jovenel comme c'est et ancien moi me connais depuis l'autre président de la chambre de commerce et port de paix. Son qui comprennent ba yo dans sens ça et de pour ranger ba ça yo ou bien saisi pour que gon ban l'autre bagage qu'on y a économique qui vient fait. Donc c'est ça seulement lié, c'est l'État qui pour fonctionner et faire vagabond, suspendre faire vagabondage. Donc, nous avons souhaité vraiment que le problème ça résout au niveau de la frontière pour permettre que l'industrie locale survive, quoi. Non seulement survivre, mais progresser tout. Et qu'on y a là, nous en discussion avec Dominicains, d'ailleurs, hier, de nos réunions avec le ministre dominicain, parce que, sous capable de vendre bière et présidente en Haïti, pourquoi ça même pas capable de vendre prestige la caillou? Dominicains ont une série de barrières, ils mettaient contre nous. Donc, alors, le gouvernement américain qui a essayé de faire agent de liaison, si vous voulez, entre nous deux. Effectivement, Dominicain, lui empêche à la Kaili, et puis lui-même l'a vidé sous. Donc, faut nous chita, pour nous parler. Nous pas faire la guerre avec eux. Depuis là, faut des conditions. C'est clair, c'est pas rien qui fait en sens unique. Et Dominicain, ça fait 30 ans même, il a profité, il a fait contre Kobio. Bon, on y a l'heure pour bailler ça, suspendre l'autre bail là tout. Nous avons 17 000 jeunes haïtiens qui ont fait étudier en République dominicaine. Pour moi-même, c'est une honte. Quand c'est moi-même qui t'ai gagné université, c'est moi-même qui t'ai gagné éducation. Donc. Alors, concernant justement le secteur de l'agroalimentaire, est-ce que qui ça empêché que il y ait des investissements importants, mis à part la question dominicaine? Est-ce que en termes d'argent, etc., qui ça empêché ça? Puis gros problème, son problème de propriété, son problème de papiété. Ça c'est une qui fait qu'empêcher que ou on a investi là on discaroté et puis regardez qui ça a fait là et Vivi Michel l'autre jour va montrer après terre ba ça. Donc ça par contre qui j'ai pour résoudre mais son premier problème pour résoudre. Deuxième bail là, nous pas jamais capable produire assez de nourriture pour nous bailler tête nous manger. Mais nous capable produire des bagailles que nous vendons et puis l'acheter ça nous besoin. L'autre pour un pays qui pipiti passer la Gonave qui relait et Singapour pas aucun tel va gagner. Pourtant c'est un pays plus riche sur la terre. Donc pour qui ça? Parce que c'est fait de cerveau est plus important. Et nous-mêmes, ça nous fait que cerveau pas nous jeter. Regardez qu'on y a combien de monde qui a jeté au Brésil, et tout le monde ça a calé, et tout le qu'on lit, qu'on écrit. Donc c'est, on perd pour nous, c'est nous-mêmes qui avons perdu, tout le monde ça a perdu partie. Alors, donc, pour terminer, Georges Sassine, le président de l'ADI, mis à part toute question, ça nous a évoqué, nous connaissons que nous devons toujours insister au niveau de l'ADI sur la question de la stabilité. Donc, en clair, que si pas de stabilité politique d'un pays, et tout ça n'a pas l'air, là, devenu un rêve qui peut vraiment, traduire en réalité, quoi. M'a faut songer seulement ce que ça nous a coûté le coup d'État de 1991. Jusqu'à présent, on a payé pour lui. OK? Jodia, nous avons un président qui monte élu, nous avons un parlement qui est élu. Donc, finalement, et qu'on y a souhaité que l'autre bail soit fait.
CEP permanent, faut l'y monter, cours supérieur, cours de cassation, faut l'y compléter, cours de constitutionnel là, faut l'y monter. Donc du moment où commence à institution ça yo. Parce que ça qui vient arriver, c'est que nous vient toute institution nous incluant ça qui était plus fort là quand nous c'était l'armée, nous perdu tout. Ou pas capable dire que l'armée pas bon, ou capable dire que colonel Rothschild pas bon, major Sassine pas bon, mais pas capable dire que l'armée pas bon. Donc ça nous a coûté immensément. Donc c'est essentiel la question de la stabilité politique. C'est primordial. Si pas de stabilité politique, on va gagner. On y songe, nous autres fait 40 ans dans cette et du mari débat là, cette transition qui ne finit pas. Bon, finalement, je souhaite que le finisse transition. Alors, nous voyons que jusqu'à présent, donc pour le Premier ministre, tractation continue à fait sur le plan politique, il y a un parlementaire qui dit que bon, faut que le Premier ministre soit dans un donc nous même dans le secteur privé qui attend nous sur la question du Premier ministre. Non, ça me paraît l'instabilité. Ça fait partie du jeu politique. Et nèg a jouer yo, pas un problème parce que le pays a continué à fonctionner. Mon premier ministre qui là, mon gouvernement qui là, mon gouvernement tout bail là, pas un problème non. Bien sûr, il n'est pas capable de durer trop longtemps. Que il faut que nous ayons un premier ministre que le président choisit, que le parlement agréé et puis pour le gouvernement monter. Mais m'pa pas le dire jodi a que moi inquiet ni que me peur, moi connais que ça fait partie du jeu. Donc ça pas un problème du tout. Et qui selon le même secteur privé qui caractéristique premier ministre ça? Bon, c'est pas capable de dire le premier ministre c'est un manager que lié. C'est président qui n'est politique là. Premier ministre ça pas supposé dans politique. Premier ministre ça son nèg quand moi même son directeur factory, son nèg qui connaît qui gens pour bailler au marché et puis pour faire au marché techniquement. M'pas dire que besoin technocrate. Non, c'est pas ça m'a dit non, me dit besoin nèg qui comprennent que 1 et 1 égale 2, c'est tout. On est qui pro business selon moi. Bon, il pas besoin pro business, mais c'est premièrement que le pro Haïti parce que c'est la première chose de pour Haïti ou pas tête ou après résoudre une bande de problèmes. Alors merci beaucoup Georges Sassine, président de l'ADI, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Rothschild et puis encore une fois m'a réitéré l'invitation maintenant visiter Factory. Merci, d'accord. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu 2 invités aujourd'hui. On a parlé de l'industrie de l'assemblage en Haïti avec le président de l'association des industries d'Haïti, monsieur Georges Sassine. Et puis, on a eu aujourd'hui le président de Miyamoto International, Dr H. Kit Miyamoto. Et nous profitons de cette occasion pour remercier madame Guylaine Victor, manager de Miyamoto International en Haïti, qui a assuré pour nous la traduction. La rediffusion de cette émission est à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.